Allez, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Exercice habituel. On va commencer par les crypto-devises. Donc le Bitcoin, toujours pas de grandes nouveautés par rapport à l'analyse faite hier, si ce n'est que la clôture est donc maintenant effective en daily. Il s'agit donc bien d'un avalement baissier et pas des moindres, parce que là on a bien clôturé en dessous de la journée précédente. C'est d'ores et déjà confirmé aujourd'hui. L'oscillateur en daily est en train de se préparer à croiser au sud, le momentum prêt à partir en négatif. Sine wave atteint bien la zone de renversement. On est donc bien ici dans un cluster de vente. Je pense qu'on se dirige vers le cluster bullish, c'est-à-dire probablement à viser une zone entre 6007 et 6600, on va dire, au courant de la semaine. Donc on devrait y aller tout doucement, sans que pour autant que ça aille nécessairement en ligne droite. Je vous rappelle, normalement, on devrait pouvoir tenir cette oblique de support. Donc en gros, essayer de gérer son risque entre le sommet et cette oblique pour essayer de trouver des points avec des risques ratio-rendement intéressants. Et donc pour moi, la stratégie à mettre en place pour l'instant, à savoir donc ici, c'est absolument inintéressant au possible de se positionner vendeur. Pas tout simplement parce qu'il n'y a que ça à espérer tirer pour risquer tout ça. Puisqu'il faut donc mettre un stop par là, ça fait quand même cher le stop par rapport à l'objectif. Donc encore une fois, raisonnez quand vous avez du mal à visuellement. Moi je sais que visuellement, du coup, la zone sur laquelle je vais intervenir se trouve par là. Mais sinon, vous mettez des fibos. Voilà, tout simplement. Vous mettez un fibo entre le prix actuel de l'oblique, c'est-à-dire qu'il faudra évidemment que vos fibos soient plus ou moins dynamiques. Voilà, et vous mettez le sommet. Là, vous allez mettre votre stop et vous savez que vous ne devez intervenir que dans la zone 61-76,4. Voilà, c'est pas compliqué. Et en fait, quand vous faites ça, après, vous regardez à l'intérieur de cette zone 61-67,4. Ce que je vous donne là, encore une fois, c'est du pur contenu éducatif. Hein. C'est pour vous apprendre à trouver les zones dans lesquelles vous allez intervenir quand vous avez des risques ratio-rendement pas intéressants. Là, c'est le cas. Soit vous faites comme tous les autres, c'est-à-dire vous suivez bêtement, méchamment la tendance. Il y a de fortes chances que les prix viennent là. Hein. Mais encore une fois, est-ce que c'est intéressant à prendre dans une stratégie de trading? Pour moi, la réponse est non. La seule chose qui est intéressante ici, c'est d'attendre qu'il y ait un pullback. S'il n'y a pas de pullback, il faut laisser tomber les prix. Point barre. C'est pas grave. Encore une fois, rater un mouvement, c'est pas la fin du monde. Ce qui est important, c'est de prendre des mouvements avec des gestions de risque rationnelles. Et pour moi, là, il me semble que vendre ici, c'est pas intéressant. Voilà. On est à l'approche de support. La target, tout ce qu'on peut espérer tirer en dessous, c'est quand même assez faible. Donc j'ai envie de dire, là, le potentiel, il est plutôt limité. Donc patience et attendre que le marché revienne faire le plein de vendeurs un peu plus haut. Donc on se met dans cette zone-là. Moi, en général, ce que je fais, c'est que je vais ensuite en 15 minutes. Et voilà. Bon, là, vous l'avez trouvé tout de suite, le niveau. C'est pas compliqué. C'est vraiment par là que c'est intéressant. Vous voyez bien qu'on a bien traité cette zone-là et qu'elle n'a jamais été retestée pour l'instant. D'accord? Pensez toujours comme ça. Imaginez-vous que votre objectif, en fait, c'est de faire ça. Voilà, faites la chose à l'envers. Vous revenez dans le prix, dans l'historique, et il faut que chaque niveau ait été retesté. Vous voyez que ça, on ne l'a pas retesté encore. Ici, on a exécuté un peu de volume, mais on n'a pas retesté. Donc, c'est qu'ici, il y a une première petite résistance qui traîne. OK? Même chose ici, mais on n'est pas dans la zone qui nous intéresse. Là, par contre, oui. Vous voyez, une zone de prix, on n'est pas revenu la tester. Et ici, on aurait pu faire POC, POC. Là, dans ce cas-là, cette zone est testée et elle ne nous intéresse pas. Donc moi, c'est ce prix-là aujourd'hui qui va m'intéresser sur le Bitcoin. Voilà, cette zone-là, tout simplement. Il faut considérer ça, encore une fois, toujours comme quelque chose d'assez... voilà. Il faut que ça reste assez tranquille. Mais vous voyez que pour l'instant, on est plutôt bien en train de développer ce truc-là. On a tenté de créer un cycle bullish ici en 15 minutes. Il s'est bien fait démonter ici. Donc vous pouvez être sûr qu'ici, il y a des vendeurs. Ici, il y aurait dû y avoir des acheteurs. Les prix ont continué de chuter. Ça veut dire quoi? Encore une fois, raisonner opposé. Ça veut dire qu'ici, il y a une résistance, tout simplement. Donc, on va venir effectivement, je pense, la retester, celle-là. Et elle m'intéressera assez probablement. Ici, on est donc en train d'installer une tendance baissière, puisqu'on aurait dû trouver des acheteurs, on ne les a pas trouvés. Maintenant, on va très probablement trouver le cycle de pullback. Et derrière, on aura probablement un dernier cycle vendeur qu'on pourra mettre à profit. Donc, dans la stratégie, dans le respect de la stratégie, moi, ce que j'attends aujourd'hui, c'est un truc comme ça. Voilà. Donc pour mettre à profit ce mouvement-là, ici avec une vente à prendre à ce niveau-là. Donc il faut qu'il y ait un signal, c'est-à-dire il faut qu'il y ait un sine wave bearish et que momentum donne un signal bear OK. Si j'ai les deux, ici, une petite vente totalement envisageable sur le Bitcoin. Donc pour ma part, moi aujourd'hui, je ne vois rien d'autre à faire que mettre une alerte ici, on va dire...
moi je mettrais là, voilà, 7005. Tant qu'on n'est pas au-dessus de ce truc-là, je ne vois pas le moindre intérêt aujourd'hui pour un vendeur de Bitcoin, si ce n'est, sinon vous prenez une vente là tout de suite maintenant, vous essayez de tirer jusque-là, mais en ayant conscience que faut mettre un stop là, que ça fait cher le stop si le marché décide de remonter pour une raison X ou Y. Il s'agit du Bitcoin, donc encore une fois, tout est possible avec le Bitcoin. Moi, je pense que c'est trop dangereux de se positionner vendeur de la zone de prix actuelle. Voilà. Donc c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. On va aller regarder rapidos s'il y a des informations supplémentaires sur les autres alts. Franchement non, tout le monde est en train de revenir travailler des zones support. Donc encore une fois, vous voyez, ce n'est pas le moment de vendre sur une zone où on vient rechercher des supports. Donc ici, il est logique, je pense, que les acheteurs remontent un peu les prix. En tout cas, que pour vendre, on soit un petit peu plus exigeant. Là, ce n'est pas le moment de vendre tout ce qui passe, si vous voyez ce que je veux dire. C'est ça, en fait. Je pense qu'on peut avoir un petit pullback ici. Et s'il y a condition encore de signaux vendeurs, je pense qu'on peut rejouer une petite extension baissière. Ce marché me semble orienté pour partir vers le scénario baissier. Mais encore une fois, on ne paye pas n'importe quel prix. Côté IOTA, ça retrace plus fortement, mais attention, là aussi, il faut s'attendre à ce qu'on ait une réactivation bullish tôt ou tard. On était bien dans un break haussier qui a été validé. Le momentum a déjà montré des signaux de divergence. Donc là, je pense que ça ne va pas tarder, à mon avis, à retrouver un cycle haussier. Pas tout de suite. Il faut rechercher un support. Prochain, effectivement, semblerait se goupiller par là. Mais bon, voilà. Là, on cherche à essayer de se stabiliser. Donc on va voir peut-être un overlap sur cette ancienne résistance, pourquoi pas. En tout cas, voilà, dans cette zone-là, je pense que IOTA ne devrait pas tarder à trouver un petit peu de soutien. Probablement, lui pourra essayer d'aller tirer juste un peu au-dessus, peut-être au-dessus des deux, mais très brièvement, et encore, c'est pas garanti. Franchement, voilà. Donc on va voir, mais de toute façon, l'ensemble du secteur crypto me semble toujours consolidant. Si on regarde ça d'un point de vue indiciel, ça me semble être tout à fait la même chose. Donc on arrive sur cette première zone support où je pense on devrait retrouver des petites reprises en main acheteuses, tout simplement parce que les vendeurs vont sécuriser un peu les positions. Voilà. C'est à mon avis rien de plus que ça. Peut-être libérer un peu de place au momentum et derrière probablement retrouver un sentiment un peu plus bearish. Qu'est-ce que je dois vous donner d'autres? Je pense que pour les cryptos, c'est tout. Allez, on retourne sur le cluster qui m'intéresse toujours. Donc, essayez de comprendre ce qui se passe sur les indices américains. Comme d'hab, regardez le cash au lieu de regarder l'indice futur. C'est ici que se passe le mouvement de prix. Donc, vous voyez qu'on est dans un gruyère. Quand vous avez un gruyère, ce n'est pas un signal de tendance, surtout quand on fait gap haussier, gap baissier, haussier, baissier, haussier, haussier. Voilà. Donc, encore une fois, tout le monde pense que la tendance est haussière, qu'on va au maximum, au sommet, tout simplement parce que le Nasdaq s'offre un nouveau sommet historique. Donc, tout le monde pense que c'est un signal d'achat durable. Voilà, moi je pense que ce n'est pas le cas, mais on va encore une fois argumenter. Voilà où on est sur le S&P 500. On est en train d'essayer de clôturer un gap. Il n'est pas encore totalement clôturé, ce qui fait que, je vous l'ai dit hier, j'aurais aimé en fait qu'hier on clôture le gap et qu'on vienne fermer le gap haussier et qu'on clôture en bas. C'est pas ce que le marché semble choisir aujourd'hui. Enfin, c'est pas ce que le marché a choisi hier. Maintenant, c'est probablement ce qu'il va choisir de faire aujourd'hui. Donc là, vu qu'on a tenu à l'intérieur du gap, je pense qu'on va essayer de viser un petit peu plus haut, c'est-à-dire, je me dirais aujourd'hui, un 2755 sur le S&P 500 me semble être un prix intéressant. Par contre, il va de soi qu'aujourd'hui, je veux que le gap soit clôturé. Le gap d'hier, je veux qu'on le clôture. En faire un gap d'essoufflement. Alors ça, pour la théorie, comment on fait la différence entre les différents niveaux de gap ? Pour l'aspect pédagogique, ce qu'on appelle un gap d'essoufflement, c'est un gap qui est refermé dans les 3 jours qui suivent sa création. Donc là, on est bien sur un gap formé hier, tenu en clôture, et en plus, regardez, le plus bas du chandelier est au-dessus du plus haut du chandelier précédent. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs types de gaps. Vous avez ce genre de gap-là, où la clôture se fait là, l'ouverture se fait ici. Non, attendez, je vais essayer de trouver un autre exemple. C'est pas celui-là que je veux. Laissez-moi trouver un exemple. Alors non, ça c'est 2 journées différentes. Oui, voilà. Où est-ce que... Là, par exemple, voilà. Vous avez donc une ouverture en gap haussier. La journée est cote, mais au courant de la journée, on revient chercher le plus haut du chandelier précédent. C'est-à-dire que là, en fait, on a dans ce cas-là ce qu'on appelle théoriquement un gap courant. C'est-à-dire qu'en fait, on tente de gaper, mais on comble quand même la portion de prix. Enfin, c'est-à-dire que cette portion de prix qui se trouve entre la clôture et l'ouverture le jour suivant a quand même été proposée entre le jour précédent et le jour suivant. C'est-à-dire qu'en fait, là, vous avez donc des mèches qui remplissent ce vide. Mais vous avez après ce qu'on appelle des gaps ouverts, comme c'est le cas ici, où en fait, même au sein de la journée qui cote ensuite, on maintient
une zone de prix non cotée. Et ça, il faut vous dire un truc, en général, ça, le prix n'aime pas. Bon, je ne peux pas rentrer dans les détails, c'est pour des raisons techniques de brokerage, où normalement le broker est supposé proposer toutes les zones de prix, enfin bref, voilà. Donc en gros, derrière, ça laisse des zones techniques qui attirent les prix comme des aimants. Voilà, ce qui fait que les gaps, on les clôture toujours tôt ou tard parce le broker a pour obligation légale de proposer tous les prix à ses clients. Donc des fois, on revient sur ces zones-là juste parce que pour des raisons techniques, il faut les proposer. Donc voilà, ces gaps, quand ils sont ouverts comme ça, voilà, là par exemple, vous voyez, on a notre exemple, une journée baissière et le jour suivant, on gap à la hausse, mais on réouvre toujours à l'intérieur du chandelier précédent. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un gap de rupture, mais ce n'est pas un gap d'accélération. Les gaps d'accélération sont ceux-là. C'est les gaps où on reste ouvert et on est au-dessus du jour précédent. Donc là, je ne veux pas du tout un gap d'accélération ici. Au contraire, là, je voudrais un gap d'essoufflement. Ce qui veut dire qu'il faut venir refermer ça dans les 2-3 jours. Et dans ce cas-là, on sera dans un schéma comme ça, c'est-à-dire un marché qui tente d'accélérer, qui échoue. Et dans ce cas-là, ça sanctionne dans les jours qui suivent derrière. En gros, on tente de prendre une inspiration pour aller bien plus loin. Le marché ne trouve pas le relais dont il a besoin, il s'écrase et évidemment derrière la contrepartie se met en place, c'est-à-dire on chasse les stops de ceux qui sont rentrés dans ce mouvement. Donc si vous comprenez bien, s'il y a un mouvement d'accélération, où est-ce qu'on va aller chasser les stops? En dessous de ça, c'est évident. Donc ça veut dire que si on échoue ici et qu'on fait un gap d'essoufflement, la target, ce sera donc d'aller chasser les stops sous ce bottom ici. Et puis évidemment, je vous dis à ce stade-là, j'anticipe d'ores et déjà qu'on pourra probablement aller plus bas que ça. Mais donc pour l'instant, il faut au moins attendre que ce gap d'accélération soit refermé. Tant que les boules le tiennent, c'est eux qui ont la main. Donc vous voyez que ça ne catalyse pas une journée ultra haussière. Donc je pense qu'on a tous les ingrédients pour qu'effectivement aujourd'hui on tente d'aller un peu plus haut et puis on revienne fermer ce gap. Tant qu'il n'est pas refermé, c'est très dangereux de se positionner vendeur agressivement. C'est-à-dire que ça ne peut se faire ici qu'avec un faible levier et des stops très larges. Là, pour moi, les stops doivent se situer au-dessus des 2780. Enfin voilà, il faut vraiment avoir un stop par là. Je dirais mini 2773, c'est à peu près par là. Moi, mon stop se trouve au-dessus de cette petite mèche-là. Moi, c'est par là que je stoppe. Si on commence à accéder à ce volume-là, honnêtement, pour ma part, c'est déjà que la partie est terminée. Donc, c'est dans cette zone-là que je cherche mes résistances pour des raisons techniques. Donc, on ne les a pas atteintes hier, ce qui fait que j'ai tout simplement pas tradé hier. Je vais attendre aujourd'hui d'avoir, si possible, un petit excès. Voilà. Moi, ce que j'aimerais avoir aujourd'hui, donc, serait un excès de momentum, donc très probablement une pattern de surachat. C'est ce que je recherche aujourd'hui. Donc, une mèche haute en 2 heures, clôturée avec un signal de surachat, sera donc le signal que je recherche aujourd'hui pour prendre une vente, éventuellement un renfort vendeur, donc sur la partie S&P 500. Sinon, je ne fais rien. Encore une fois, patience et je reste sur un levier très faible là-haut. Maintenant, il faut être conscient que pour moi, le marché est très tendu. Et encore une fois, on a laissé beaucoup de marques derrière. Ce qui fait que là, il ne faudra pas être surpris si d'un coup, on se retrouve à avoir un gros mouvement baissier sorti de nulle part sans aucune raison. Encore une fois, ne cherchez pas de raison dans le marché actuel, mais on a donc un gap commun ici et un gap de rupture en bas. Il faut faire attention. On peut très bien, boum, refermer les deux en quelques temps. Ça peut aller très vite. Cette zone de prix, elle a déjà été cotée. Si le marché chute, ça ne fait que moins 2,5. Autant vous dire, il ne faudra pas être surpris. Pour moi, aujourd'hui, ce qui nous attend, c'est une grosse journée de contre-pied à moins 3. Donc, pour une raison X ou Y, on peut très bien, aujourd'hui, aller chercher le truc et terminer tout en bas ce soir. Le marché cherche juste une raison. Et encore une fois, c'est juste pour faire les gros titres des magazines financiers. On pourra toujours trouver une raison, avec toutes les conneries qu'est en train de raconter Trump. Il suffit que Trump donne un truc un peu de travers, que ça ne plaise pas au marché, ça dérouille de 3%, demain on fait les gros titres, Trump a dit n'importe quoi, les marchés dérouillent, enfin voilà. Mais faites attention, Wall Street cherche juste une raison de baisser, je pense, et pour l'instant, il n'a pas l'air de la trouver, donc on essaie de franchir les résistances. Mais qu'on soit bien conscient, il reste encore beaucoup de résistances au-dessus de la tête. C'est-à-dire que là, sur un objectif daily, les résistances, on a réussi à franchir celle-là, mais ce n'était pas vraiment une résistance, elle se trouve bien là, la résistance. Jusqu'à preuve du contraire, on est toujours dessous. Donc attention à ne pas vous tromper dans la lecture des marchés actuels. Ils ne sont pas haussiers, ils sont dans une inertie haussière, mais tant qu'on ne franchit pas les résistances, ça veut dire que le marché n'est pas haussier. Ce n'est pas parce qu'on essaie d'installer des creux et sommets ascendants que ce marché est haussier. Il faut bien regarder les horizons de temps différents. C'est sûr que sur cette UT-là, on a un petit biais haussier, mais encore une fois, là, si on échoue, si ce cycle bull devait s'arrêter ici,
c'est probablement un cycle exit ou un cycle TP qui va se mettre en place. Ça veut dire que les acheteurs prennent les profits sans avoir franchi de résistance. Autant vous dire, derrière, les vendeurs vont reprendre la main. Voilà. Donc en toute prudence, mais moi j'attends donc le positionnement du prochain cycle vendeur. Alors là on est sur le cash, donc évidemment c'est pas ici qu'on fait sa lecture de cycle. Mais si vous regardez, voilà par exemple, le S&P 500 futur, voilà, on est déjà repassé bear. On a bien la pattern de surachat hier, on est toujours sous ce surachat. Là théoriquement, il faut vendre le S&P 500. Maintenant, je vous l'ai dit, on n'a pas encore atteint le niveau de prix qui m'intéresse, mais on est bien en train de travailler la résistance. Vous voyez, cette grosse zone résistante que je visais. Maintenant, je pense qu'on peut aller légèrement plus haut, juste pour clôturer le gap. En fait, le gap, il nous attend très légèrement au-dessus, c'est-à-dire 2750. Donc, je pense qu'on va essayer d'aller le clôturer fermement, c'est-à-dire qu'on devrait aujourd'hui très marginalement dépasser le plus haut d'hier, essayer de pousser peut-être un petit peu plus, mais je pense que c'est aujourd'hui qu'on aura donc le signal de vente à confirmer sur le S&P 500. Le momentum est déjà en train de montrer des signes d'affaiblissement, c'est-à-dire qu'on est en contraction sur le momentum, on n'est pas dans un momentum haussier, les prix le sont clairement, le momentum ne l'est pas. Ici, on n'a pas réussi à faire un plus haut qu'ici. Donc on a un momentum qui forme un triangle, et regardez où en est la trendline, probablement aujourd'hui on va faire ça, et derrière, il faudra s'attendre à une sortie baissière, à la fois du momentum et des cassures de premier support sur les prix. Donc je m'attends à ce qu'aujourd'hui, on ait quand même une journée d'abord haussière, une ouverture probablement très marginalement haussière à Wall Street pour aller clôturer le cash, et derrière, on repartirait probablement à la baisse. Donc je surveille les signaux baissiers en intraday aujourd'hui sur le S&P 500. Ce qui veut dire mécaniquement que je cherche des achats de gold. Voilà, donc les achats de gold, pour le moment on se stabilise ici, mais je pense qu'on peut aller un peu plus bas. Le momentum est déjà en train de préparer un squeeze, donc moi tout simplement là je reste prudent. On est dans un cycle acheteur faible, donc ce qui sous-entend qu'effectivement on devrait aller plus bas, chercher mon second cycle ici, chercher le support qui se trouve en dessous, qui se trouve donc là, voilà tout simplement. Je pense qu'on peut aller chercher cette zone de prix sur le gold. Maintenant, il va de soi qu'on est en squeeze, tout franchissement de résistance égale achat pour ma part. Donc aujourd'hui, il y a deux niveaux, voilà, celui-là où on se rapproche de mon support, celui-là où on commence à se rapprocher des résistances. Je vais mettre, oui, je peux rabaisser mon alerte. Voilà. Il va de soi que si on vient chercher ces deux zones de prix, je commence à anticiper éventuellement des positionnements sur le gold. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le VIX. Bon, le VIX, on va pas, franchement, voilà, là on est sur du grand n'importe quoi. Je me demande si le VIX va pas aller nous faire un nouveau plus bas, juste pour aller emmerder le monde. C'est pas impossible, mais par contre, je pense qu'on est quand même en train de former des sommets et creux ascendants. C'est-à-dire que normalement, on devrait tenir ce creux-là, et si on tient ce creux-là, derrière, la prochaine poussée haussière, c'est sans problème 21, et je pense qu'on pourra aller un petit peu plus loin que ça. Côté junk bond, même chose, on est toujours en train de se diriger vers des cassures de support plus que des cassures de résistance. On s'installe durablement sous cette zone-là. Regardez, le support se trouve là. On est toujours dessous et ça n'inquiète personne. Les junk bonds sont vendus, le VIX est sur support, les indices sont sous une énorme résistance technique, le gold est pas cher. Qu'est-ce qui se passe, encore une fois, dans ce marché? Est-ce qu'on a réellement affaire à un marché? Pour moi, la réponse est non. Mais, encore une fois, il s'agit d'une stratégie de flux, d'attirer les capitaux, de faire des mouvements directionnels qui n'en sont pas, encore une fois. C'est du stock picking et des rotations sectorielles qui se mettent en place dans ce marché. Mais on a une petite inertie haussière qui se met en place, qui est assez dangereuse, puisqu'elle laisse à penser qu'on a face à un marché acheteur qui, pour ma part, je vous le rappelle, est au mieux un marché en range, au pire un marché qui est déjà en train de se retourner à la baisse. Et c'est pas très très bon signe, c'est pas le genre de marché que vous voulez acheter. D'ailleurs, qu'on soit clair, qu'est-ce qui drive les achats de marché en ce moment? Qu'est-ce qui fait que le marché monte? Et qu'est-ce qui fait surtout que le secteur tech est en train de monter? C'est les rachats de titres. Ça y est, les programmes de rachat viennent de commencer sur les grosses GAFAM et les leaders tech. Il faut vous dire une chose, voilà, ils rachètent leurs actions à des prix exorbitants, mais ils le font grâce à quoi? Grâce à la trésorerie exorbitante que leur donnent les valorisations actuelles. C'est aussi simple que ça, en fait. C'est complètement stupide. On est dans un schéma d'auto-entretien d'un mécanisme haussier, en sachant que c'est totalement biaisé et anormal d'assister à ce genre d'action de prix. Normalement, quand une entreprise effectue des rachats d'actions, on sait qu'on est en fin de cycle, parce que c'est
C'est typique, hein, c'est un comportement de fin de cycle financier, ça. Hein. Donc les gens qui vous disent encore une fois qu'on est à l'aube d'un cycle de croissance se foutent littéralement de votre gueule. On est vraiment à la fin du cycle, tout le monde le sait. Et le fait que ce qui drive le marché aujourd'hui soit 3 facteurs, et on en avait déjà parlé de ça, c'est des rachats de titres, une distribution de dividendes qui est en explosion dans le monde entier, et des fusions-acquisitions. Quand vous avez ce type de comportement avec le cash des entreprises, c'est qu'on est en fin de cycle. En début de cycle, les entreprises, elles font quoi avec leur cash? Elles investissent, elles achètent des machines-outils, elles achètent du bien mobilier. Là, elles n'achètent que dalle. Elles dépensent le pognon, elles le rendent aux investisseurs et elles rachètent les actions. C'est du pognon qui reste et qui tourne uniquement dans la sphère financière. C'est qu'il faut bien comprendre qu'on en est déjà au stade où l'économie réelle ne suffit plus à entretenir les marchés financiers, donc ils s'auto-entretiennent, ils font leur petit micmac à l'intérieur, mais ça, c'est typique d'une fin de cycle. Donc il ne faut pas acheter ces actions-là. Maintenant, encore une fois, si vous les détenez, la question c'est à quel prix vous les vendez. Voilà. Est-ce que vous voulez vendre avant que ça baisse ou vous attendez que ça commence à baisser pour vendre? Moi, je pense que les signaux d'alerte de ce début d'année, c'est déjà franchement suffisant pour que, en tant que détenteur d'actions, vous ayez compris qu'on commence à tirer sur la sonnette d'alarme et qu'il est temps, pour ceux qui investissent à long terme, de commencer à revendre le papier à qui veut bien l'acheter. Et que ce soit Facebook qui l'achète ou Apple, on s'en fout. Voilà, ils ont des programmes de rachat de titres, revendez-leur leur papier, c'est pas grave, c'est pas un problème. Voilà. C'est encore une fois, ce ne sont pas des mécanismes propices à une croissance durable. Au contraire, ce sont des mécanismes protectionnistes typiques de la fin de tendance. On fait tout pour que les investisseurs ne vendent pas leurs actions trop brutalement. Donc on fait quoi? On leur tend la pas, on leur donne du dividende et surtout, on rachète les titres. C'est typique de la fin de cycle. Voilà. Donc Wall Street, ça permet de faire monter les prix, alors qu'historiquement, à ce stade-là, les prix ne montent plus normalement. Donc il faut bien être conscient que, pour moi, les sommets historiques du S&P 500, c'est vraiment une chimère qu'on ne devrait pas atteindre normalement, sauf si on est dans une grosse bulle, c'est-à-dire une absence de vendeurs. Voilà. Moi, je vais être clair, hein. Pour l'instant, on a un marché qui cherche les stops, qui ne les trouve pas vraiment, hein, alors qu'il déclenche des petits stops de spéculateurs à court terme. Mais si vraiment le marché devait déclencher les stops de tous les vendeurs, je pense qu'on se retrouvera dans une situation très dangereuse, celle de laquelle je vous... c'est une alerte que je vous mets que je vais essayer de vous placer dans les têtes depuis un bon moment, qui est que si les vendeurs disparaissent de ce marché, on va se retrouver avec un gros problème, puisqu'on va effectivement avoir donc des programmes de rachat, donc des achats de titres, sans vendeurs, et malheureusement ça fait monter les prix de façon parabolique, c'est ce qu'on appelle derrière une bulle. Donc voilà, pour moi, la seule façon de créer une bulle maintenant, ce serait de tuer littéralement tout espoir vendeur, et si ça devait arriver, malheureusement, on risque d'avoir des distorsions de marché habituelles, c'est-à-dire des bulles. Maintenant, pour l'instant, j'y crois toujours pas, mais force est de constater que le marché s'en cogne complètement et attend désespérément le signal de vente. Mais donc voilà, Nasdaq, on va le regarder parce qu'il est important. Donc signal exit qui tente un break hier et regardez le volume. Donc voilà, un break dans un volume complètement microscopique. On est à 80% de la moyenne 20 jours. Hein, ouais, la moyenne 20 jours est là. Donc c'est-à-dire que hier, on confirme un breakout, on inscrit un sommet historique dans un volume complètement cataclysmique. Enfin pas cataclysmique, pardon, dans un volume totalement anémique. Donc je me pose la question, que fait ce marché? Est-ce qu'on peut le vendre? La réponse est non, hein, on ne vend jamais contre un breakout. Là, il est en clôture, il est là dans les marchés, donc on attend deux éléments. Moi j'attends l'invalidation, c'est-à-dire ça retombe, je dégomme le Nasdaq, hein, et je vous l'ai dit, je vais y aller comme il faut, puisque théoriquement ce serait fausse sortie de range. En fait, vous pouvez prendre la même chose que ça. Voilà. C'est-à-dire que le marché, dans ce cas-là, il ferait force sortie de range, réintégration, brutalement, on repartirait dans l'autre sens. C'est à ça qu'il faut s'attendre, sauf que rappelez-vous, les marchés baissent toujours plus vite que ce qui monte. Attendez-vous à ce que si un truc comme ça monte un peu, se fait corriger et réintègre le range, ici, ça se fasse dézinguer en une paire de semaines. Hein. Ici, en 10 jours, on peut se retrouver tout en bas. Donc, encore une fois, c'est un marché qui est très fragile, certes, qui a un léger biais haussier, mais on sait très bien que si on se redirige vers les supports, c'est le cataclysme. Donc, c'est un marché qui fait tout pour rester loin des supports. Pour l'instant, ça fonctionne. Prix et momentum sont plus ou moins haussiers sur ce truc-là, mais vous voyez que la tendance est déjà bien appréciée. La trailline est déjà sur des valeurs assez hautes. Il y a très peu donc d'espoir acheteur à tirer sur ce marché-là, je pense, en termes d'amplitude. Je vais regarder en termes de structure de prix, on va venir en 2 heures. Voilà, et je veux voir si la première vague...
et de même amplitude. Voilà, donc la vague 3 est plus courte que la vague 1, c'est bien ce que je pensais. Donc on ne peut pas avoir de vague 5 étendue, donc le potentiel ici est très fort. Alors pardon, je dis n'importe quoi. Elle est de taille équivalente. Donc on a vague 1, vague 3 de taille équivalente, vague 4 à plat en overlap à la vague 1. Attention non, jusqu'à ce que le Nasdaq parte pas dans une envolée haussière. Le risque ici donc c'est de faire une vague 5 étendue, c'est-à-dire 161 de la 3 au creux de la 4. Donc c'est le risque sur le Nasdaq. Dans ce cas-là, ça nous ferait un Nasdaq complètement stratosphérique, 7787. Vous voyez, la target du break est là-haut. Donc en fait, le Nasdaq, c'est soit il se pète la gueule, et malheureusement, il se prend un contre-pied, et ça, c'était l'euphorie passagère, et pour une raison X ou Y, ça passe pas, on retrace, on invalide le break, et ça devient un signal de vente. Encore une fois, il y avait bien un signal de vente sur le exit ici, le marché ne veut pas. On avait bien ici le déclenchement momentum, c'est-à-dire qu'ici, il fallait vendre normalement, et le marché décide d'acheter à travers ça, pour une raison qui, moi, m'échappe, mais c'est comme ça. Donc soit ça s'est poursuivi, c'est-à-dire comme je vous dis, absence de vendeurs, et théoriquement le Nasdaq il vient faire quoi? Il vient terminer sa bulle là-haut, et encore une fois derrière ça c'est end of the game, hein. C'est-à-dire que là pour moi derrière, si on vient chercher les 7009 sur le Nasdaq, on est en fin de cycle complète, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, on vient terminer là-haut, et derrière c'est ici, c'est-à-dire divisé par 2 pour le Nasdaq. Donc encore une fois, moi j'ai deux scénarios. Soit on y va gentil, mollo, ici on consolide et on reste pas trop loin et on n'installe pas un bear market, on installe un range, et ensuite on verra pour le bear market, mais en tout cas on revient vers des supports. Soit on quitte la gravité, on anesthésie complètement le marché, on tue tout sentiment vendeur, on installe une bulle et des valorisations irrationnelles, proche des 8000 pour un Nasdaq, et à partir de là, tout ce qui se trouve au-dessus, ça peut partir parabolique. Par contre, derrière, on viendra péter ce support-là et on ira probablement chercher celui-là, c'est-à-dire 3500 pour un objectif de Nasdaq, c'est-à-dire un minimum divisé par 2 et probablement plus, autrement dit, cette fois, un vrai crack de marché. Et pas une consolidation, voilà. Donc c'est vraiment deux options pour moi pour arriver de toute façon à la même conclusion. On est sur une fin 6 qui nous attend, c'est donc un cycle récessif, un cycle correctif. Il y a deux façons d'y arriver, la façon normale et gentille et la façon bullesque avec une bulle spéculative. Je ne sais pas quel sera le choix du marché. Pour l'instant, moi j'ai une contradiction très claire et nette de momentum ici, ce qui me laisse à penser que ça c'est juste un gros mensonge et que effectivement on risque donc de corriger ce machin-là assez rapidement. Donc à surveiller cette semaine le Nasdaq, mais s'il vient ici péter quelques stops sur le sommet historique et que très rapidement on réintègre le range, c'est probablement game over, je vous l'ai dit maintenant, mais il faut attendre un signal de vente, et donc pour l'instant il faut attendre qu'on invalide cette tentative de breakout daily. Sur les autres actifs, j'essaie de regarder s'il y a des choses intéressantes. Le gaz, ça ne marche pas, on retombe une nouvelle fois, donc aucun espèce d'intérêt dans ce marché, on est vraiment sur un truc totalement oscillant. Maintenant, moi j'ai quand même une toute petite position, comme je l'ai dit, avec un stop là-dessous. Si on vient la déclencher, c'est terminé. Mais vous voyez qu'on n'arrive pas à s'extirper du canal de façon durable. On essaye une fois, deux fois, ça retombe, nouvelle clôture à l'intérieur du canal. Bon. Honnêtement, soit aujourd'hui on remonte assez brutalement, aujourd'hui ou demain, soit on vient invalider tout ça en allant chercher une nouvelle fois la médiane du canal et en passant dessous. Donc là, évidemment, si on passe en dessous de la médiane, là, ici, ça m'intéresse clairement plus. Ça veut dire fin de la partie sur le gaz. Autrement dit, il faudra sortir. C'est à peu près tout. Alors, je surveille Apple. Voilà. Donc Apple hier, l'étoile filante. Je veux voir la séance d'aujourd'hui. On est toujours sous la target du break, hein. Donc aujourd'hui, je m'attends à ce qu'Apple se prenne une cartouchasse d'enfer. C'est-à-dire que pour moi, aujourd'hui, Apple, si ça clôture le gap, c'est game over. Et même le mieux, ce serait qu'on réouvre là et qu'on parte baissier. Et alors là, ce serait absolument parfait. Ça ferait une structure bébé abandonnée là-haut, avec une étoile filante. Autrement dit, là, ici, retournement de long terme sur Apple. Donc surveillez ça aujourd'hui. Je pense qu'Apple, il y a une grosse vente à prendre. Moi, je suis prêt à renforcer au double de ma position, hein, voilà. Donc je surveille. Si j'ai aujourd'hui une structure de retournement Apple, comme le stop sera ici de façon très évidente et qui ne coûtera pas grand chose, si aujourd'hui on réouvre là et que je vois que ça vend, moi il est clair qu'un 188 $, c'est une vente pure, nette et sans bavure sur Apple, avec du levier cette fois, hein. C'est-à-dire que là le stop derrière sur Apple coûte 2,5 d'invalidation pour viser, waouh. Alors là par contre sur Apple c'est viser 30% de baisse, donc voilà, un 2,5 de stop pour 30%, ça fait un ratio d'1 pour 10, autrement dit vous avez compris, je vais pouvoir mettre
un petit peu de levier. Alors pas un levier du siècle, mais je vais doubler ma position spéculative et il va de soi qu'il y aura d'autres renforts sur les cassures de support. Mais Apple, celle-là, ça y est, je l'ai dans le collimateur. J'ai une structure de prix très très dangereuse sous mes yeux. Je suis prêt à la prendre. Boeing, c'est la même chose. Ici, ça parvient pas à déborder les sommets historiques. On est bien en train d'essayer de former une trailline baissière. Donc voilà. Pour moi, Boeing, même chose, si ça échoue aujourd'hui, Boeing va essayer d'ouvrir là aujourd'hui, si ça échoue et qu'on vient clôturer le gap d'hier, même chose, dégommer à la baisse, c'est-à-dire je reprends des ventes sur Boeing. J'imagine que du coup c'est la même chose sur Nvidia. Voilà, Nvidia, on tente le sommet historique à travers un cycle bearish, pas de breakout. Je vais donc attendre tout simplement. Vous voyez qu'on a un momentum qui est très divergent. Donc voilà. Sine wave est prêt pour se retourner, l'oscillateur commence déjà à faiblir, donc j'attends ici effectivement que les prix stagnent, j'attends une structure de renversement de chandelier pour m'attaquer à ce truc-là, et donc je reprendrai des ventes sur Nvidia. Donc tout ça, pardon, ce sont des anciennes ventes. Donc voilà, Nvidia, je pense qu'on tente un décollage avec ce chandelier-là, son invalidation, ce sera donc une vente à prendre au marché. Donc pour l'instant, je surveille. On est bien ici en train de venir chercher la target qui était escomptée. Donc on est dans la zone de renversement. Vous voyez, même chose ici, mais par contre le chandelier clôture tout en haut. Pour ma part, c'est impossible de rentrer vendeur agressivement là-dessus. Il faut donc attendre un signal vendeur dans ce marché. Vous voyez qu'on est bien bear, on est en train d'essayer de dépasser la target. Donc là, j'attends tout simplement un signalement au momentum pour me positionner de nouveau vendeur. On est dans ma zone d'action, il faut que j'attende donc un excès de momentum. Sine wave est toujours bear, donc j'attends sagement. Allez, peut-être ici, aujourd'hui, je vais mettre une alerte sur la zone pile poil 127. Je pense que c'est un prix qu'on pourrait essayer d'aller chercher aujourd'hui, ou un 161. Effectivement, l'invalidation se trouvera au-dessus de ce prix-là, mais aujourd'hui, je vais tenter donc probablement une vente Nvidia, $266 ou 273,50 seront donc mes deux objectifs. Voilà, je vous souhaite une agréable journée, c'est tout ce que je ferai aujourd'hui. La partie FX m'intéresse assez marginalement, donc je ne fais rien aujourd'hui sur la partie FX. Voilà, bonne journée à toutes et à tous. Alors pardon, évidemment, j'en oublie toujours la partie de réponse aux questions. De regarder les points open bar. Ah oui, alors si, ça je l'ai vu effectivement, mais alors moi c'est un truc que je ne... voilà, je ne regarde absolument pas ces aspects timing. Maintenant c'est vrai que je trouve ça amusant, mais voilà, c'est pas du tout le genre de truc que moi j'utilise. Après, ça ne veut pas dire que vous ne devez pas les utiliser, mais moi je prête aucune attention à ces choses-là. Va glisser sur le haut de son canal baissier. Alors, le haut du canal baissier, je vois pas de quoi tu me parles. Alors, parce qu'il y a plusieurs canaux baissiers, va glisser sur le haut du canal baissier. Alors, ah oui, ok, sur ça. Parce que normalement, en fait, quand tu as... voilà, tu vois, de toute façon, c'est déjà en train de se préparer. Donc là, on commence à retrouver un premier signal bullish. Il n'y a pas encore de confirmation sur le momentum, donc ça risque d'aller peut-être un petit peu plus bas, ou en tout cas, il faut rester ouvert à la possibilité d'aller légèrement plus bas. Mais vous voyez que c'est bien ce que je pensais. Donc ce marché qui se dirige plutôt sur un premier signal bullish. Donc théoriquement, on ne devrait pas trouver le signal de vente ici. Je pense que donc le marché semble... On va voir, il faut imprimer le cycle bullish. Déjà, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Mais dans ce cas-là, on semble plutôt se diriger vers le schéma A, B, C, si c'est ce qui semble se diriger. Donc vous voyez, on tente la sortie du cluster par le bas. Si ça devient bullish et que c'est confirmé momentum, c'est probablement dans ce cas-là l'inverse, c'est-à-dire un marché qui va ressortir brutalement par le haut. Donc à surveiller, mais pour l'instant, je vous dis, ça reste hésitant sur la partie crypto. Donc oui, le haut de ce canal, en fait, quand tu le casses, théoriquement, ça devient un support. C'est-à-dire que le marché a beaucoup de mal à le réintégrer. Sinon, c'est ce qu'on appelle une fausse cassure haussière. Si on vient là et qu'on repart dedans, le problème, c'est que une fausse cassure haussière, généralement, ça catalyse une cassure baissière derrière. C'est-à-dire qu'il faut te dire un truc, si on devait derrière ressortir de ce canal par le bas, ce que ça sous-entend, c'est que derrière, si on réintègre, on va aller chercher le bas du canal et le casser. Donc là, autrement dit, ça ferait vraiment quelque chose de cataclysmique. C'est pour ça que je te dis, je pense qu'on peut refaire quelques petites clôtures là-dedans, mais normalement, on ne devrait pas retrouver un chandelier qui accélère et on ne devrait pas réintégrer, si tu veux, cette dynamique de prix qui était un petit peu plus orientée à la baisse. Tu vois, ici, c'est vraiment, on freine, et après, éventuellement, on attaquera plus fortement les choses. Mais je pense que pour l'instant, c'est ça qui semble se mettre en place. Comment peut-on se couvrir sur un PEA contre une chute de l'euro? Alors ça, c'est une bonne question, mais tu peux prendre du tracker ETF. Tu as des trackers ETF Forex. Il me semble. Ouais. Il me semble que tu as ce genre de truc.
C'est marrant, on voit ce qu'on a envie de voir. Oui, bon, enfin, bref, ok. Alors, je l'ai déjà répondu, le log, c'est pour moi une bonne grosse esbrouffe. Le but étant simplement... oui, je sais que le paquet de clopes n'est pas à 5 euros, hein, mais... donc oui, non, le but du log, pour moi, c'est de cacher les bulles. Donc je vois pas l'intérêt, encore une fois, quand il y a une bulle, point barre. On ne cherche pas à cacher les choses. Donc moi, je ne traite jamais le log. Oui, la mise à jour arrive peut-être probablement aujourd'hui. Ok, alors toi tu dégages, voilà. Et ça, c'est les commentaires d'hier. Donc voilà, c'est parfait. Je vous souhaite une bonne journée. Bye bye, à demain.